Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio des parents. Être parent n'est pas si simple car cela demande de la vigilance, l'attention et surtout de l'amour. Être parent, c'est aussi savoir accompagner ses enfants. Mais comment les accompagner quand on est face à certaines difficultés? La radio des parents, c'est l'émission ouverte à des questions de parentalité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agitation chez l'enfant. Sur ce plateau, Noël, infirmière en psychiatrie de l'enfant à la retraite et membre de l'association La Puce à l'oreille. Noël, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Oui, moi je suis très contente de participer à l'émission. Ok. La radio des parents a rencontré Aïssatou. On écoute ce qu'elle nous dit. J'habite Borny. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Donc mon enfant, il bouge beaucoup dans l'appartement, il s'agite beaucoup. Et parfois, je lui dis d'aller dans sa chambre et quand je le punis, il fait encore plus de tapage. Et je ne comprends pas, je ne sais pas comment l'encadrer dans ce sens parce qu'un peu, il dérange les voisins. C'est pour cela que je pose la question, comment faire dans cette situation? Comment encadrer ou bien éduquer un enfant qui est un peu agité, qui a besoin de trop bouger? Alors Noël, vous venez d'écouter Aïssatou, mère d'un enfant de 3 ans et son fils bouge beaucoup et dans tous les sens dans la maison. La question qu'elle se pose est celle-ci. Comment encadrer ou éduquer un enfant qui est agité, enfant très agité ou est hyperactif? Quel terme on peut utiliser dans ce sens? Alors, on parle beaucoup actuellement d'hyperactivité. Ce terme est à entendre comme un diagnostic médical. C'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes, donc un ensemble de signes chez un enfant qu'un médecin pourra diagnostiquer en tant que tel, c'est-à-dire l'hyperactivité. Donc l'hyperactivité, on en parle comme ça, de manière très banale, alors que ça renvoie vraiment à un terme médical et qui doit être diagnostiqué et évalué dans tous les cas par un médecin. Un enfant qui bouge beaucoup, qui prend la parole, c'est pas forcément un enfant hyperactif. Donc dans ce cas, on va parler d'un enfant agité. Voilà, on va parler parce qu'on ne connaît pas plus que ça l'enfant de cette dame. Il s'agit d'un jeune enfant, oui. Donc c'est encore particulier. Donc on va essayer de répondre comme quelque chose qui a à voir avec une agitation psychomotrice, c'est-à-dire qui participe à la fois du corps et de l'esprit. Et je donnerai aussi quelques éléments, des conseils à cette maman à la fin et aussi des mises en garde avec des repères pour qu'elle puisse s'en saisir si besoin est. Alors, son enfant est agité et la question qu'elle se pose, c'est celle-ci. Comment encadrer cet enfant? Déjà, pour commencer, je crois qu'il faut remercier cette maman, Sydney aussi, qui pose la question d'hyperactivité pour essayer de cerner, de limiter la question là. La maman pose cette question et c'est sans doute une question qui revient très souvent actuellement dans les propos des parents quand ils parlent des enfants. Il se trouve que les enfants actuellement bougent beaucoup. Voilà, peut-être un peu plus qu'avant. Je vais commencer par donner des éléments un peu généraux avant de répondre à la maman. Oui. Pour comprendre les besoins d'un enfant de cet âge-là. Et puis aussi, après avoir établi les besoins, d'essayer de comprendre à quoi renvoie chez cet enfant éventuellement une agitation et des mouvements un petit peu incontrôlés. Ok. Voilà. Donc, l'idée quand même importante, majeure, c'est de dire qu'un enfant de cet âge, il a 3 ans et demi, je crois. Les enfants à cet âge et même après ont vraiment besoin de bouger. Ils bougent beaucoup. Les petits, ils ont besoin de sentir leur corps, de le sentir en mouvement et aussi de multiplier toutes les expériences qui leur permettent de découvrir le monde. Ils sont très curieux, ils sont insatiables, donc ça part un peu dans tous les sens. Donc courir, sauter, escalader, ramper renvoie vraiment à quelque chose d'essentiel au développement des enfants et aussi, j'insiste, à leur bien-être physique et mentale. Donc, on va dire de manière générale que c'est en bougeant que l'enfant prend conscience de son corps,
dans l'espace. Il peut ainsi s'en constituer une image, une représentation mentale. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, en bougeant, savoir que là, il y a les jambes, là, il y a les bras. Quand j'avance un pied, ma jambe... C'est-à-dire de pouvoir se représenter progressivement dans le mouvement, avec le mouvement, de par le mouvement, se représenter comme une entité séparée de la maman et qui est séparée aussi de l'espace. Voilà. Donc, c'est en bougeant qu'il développe aussi ses aptitudes, toutes ses aptitudes et ses compétences physiques. C'est-à-dire qu'un enfant qui va faire du 4 pattes, qui va ramper, et plus tard, ça va peut-être lui permettre d'apprendre à grimper aux arbres. Il y a moins de nature actuellement, on grimpe moins aux arbres, mais d'être un peu plus habile sur l'escalade ou des choses comme ça. Quand on court, on développe ses muscles, on développe son souffle. Oui. Donc ça nous entraîne à aller plus loin, plus vite. Donc ça peut développer aussi des compétences physiques, c'est-à-dire de devenir sportif après, sans de devenir absolument un grand champion, mais de faire du sport et d'aimer le sport, c'est important. Mais le fait de bouger chez les petits, ça libère aussi les tensions que les petits ressentent. Parce qu'il y a beaucoup de tensions émotionnelles et psychiques et physiques qui sont générées par tous les apprentissages et par les contraintes que les enfants rencontrent sur leur chemin. C'est sûr qu'un enfant, il est quand même confronté, quand il va à l'école pour la première année, à des limites. On va lui dire, faut que tu restes assis, alors qu'il a envie de bouger. C'est-à-dire que là, il va apprendre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et il va quelquefois le sentir un peu douloureusement. Donc, bouger, ça permet justement d'évacuer cette douleur qui peut se représenter sous forme de tension physique et psychique, et ça va aider à la détente du corps. Alors j'ai trouvé aussi un texte de Madame Montessori, qui est une célèbre pédagogue italienne qui a créé un type de pédagogie. Il y a les écoles Montessori en France, qui a conceptualisé le mouvement et qui en dit que c'est un facteur essentiel de l'intelligence. Sans mouvement, pas d'intelligence, ou beaucoup plus difficilement. Même quand on bouge trop ? Alors, quand on bouge trop, ça peut empêcher la réflexion, la concentration et l'apprentissage. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Disons qu'on ne peut pas apprendre pour un enfant restant totalement immobile, et on ne peut pas non plus apprendre si on est complètement explosé par une agitation motrice qui nous déborde. Donc, mais c'est pour mettre pour faire le lien entre le mouvement, le corps et l'esprit, l'intelligence. Donc, le mouvement et l'intelligence vont ensemble. Et c'est souvent, dit-elle, que les idées abstraites, par exemple, c'est de faire des maths, ou de dessiner un sapin, ou de conceptualiser un texte quand la maîtresse demande de faire une rédaction. Ces idées abstraites, elles naissent grâce au contact que l'enfant peut avoir avec la réalité, et la réalité, elle se saisit du mouvement. Donc le mouvement participe à la prise de conscience de la réalité extérieure à l'enfant et participe aussi à l'élaboration de sa pensée et donc de son intelligence. Tout ça, c'est un tout. Alors la maman, elle précise aussi une chose qui concerne beaucoup de parents. Elle dit qu'en ville, et c'est le cas pour elle, donc les appartements sont très exigus et l'isolation phonique, elle n'est pas efficace. Et donc ça empêche beaucoup les enfants de bouger, ça les empêche de crier. Les enfants parlent fort, crient, à voir dans une cour de récréation ce qui se passe. Oui, ils parlent fort et à leur âge, ils ne se rendent pas compte, ils dérangent parfois. Absolument, et c'est normal qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ouais. Donc la maman, elle est aussi d'autant plus stressée finalement qu'elle craint de déranger les gens. Alors que peut-être que cet enfant a besoin de bouger et puis que elle est prise dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, faire plaisir à l'enfant ou faire plaisir aux voisins qui se plaignent du bruit. Voilà, en gros. Donc rester enfermé pour un petit, assis, contraint. Et parfois, là j'ajoute l'idée des écrans, surstimulés par les écrans et autres jeux vidéo, a vraiment un impact négatif sur le bien-être des enfants, sur leur santé et leur développement. J'insiste sur le développement. Donc à ce stade-là de l'exposé, après avoir dit que l'enfant a besoin naturellement de bouger, je vais tenter d'expliquer quelquefois quand il y a trop d'agitation psychomotrice chez un enfant, à quoi ça peut renvoyer. Alors chez un petit,
le mode d'expression d'un malaise ou d'une tension psychologique passera plus facilement par le corps et par ses agirs. Il n'a pas suffisamment de mots pour pouvoir dire ce qu'il ressent. Quand il a un bébé, il n'a pas de mots, il crie, il pleure et il bouge quand il a mal ou qu'il n'est pas bien. Après, quand on grandit vers 2-3 ans, on n'a pas non plus suffisamment de langage élaboré pour dire « Ah ben papa, moi je suis triste parce que ceci, parce que cela ». Nommer les émotions, c'est aussi un apprentissage. Hein. Voilà, donc tout ça, ça passe par le corps. Le corps s'agite quand l'enfant ne va pas bien, quand il vit des tensions. Donc cet enfant jeune, quand on parle de difficultés psychologiques, il peut souffrir de perturbations qui sont extérieures à lui-même, qui sont liées à son environnement familial et social, comme l'école, par exemple. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants, ils sont toujours très sensibles. Et l'hyperactivité, ça va beaucoup avec, dont on parlait au début, avec l'hypersensibilité. Ils sont très sensibles à ce qui affecte les parents, par exemple le deuil, la maladie, mais aussi quand il y a des querelles, des conflits, des tensions dans le couple, ou alors quand il y a des soucis matériels importants. Donc il est également sensible à la manière dont il va être traité à l'école par ses copains et par l'enseignant. Si les copains lui ont fait une réflexion désagréable et qu'il en a été affecté, ou en colère ou tristesse, il n'a pas forcément les moyens de dire ça. Il va sortir de l'école en s'agitant, en criant, en s'opposant à sa maman, etc., etc., sans qu'il puisse lui expliquer tranquillement ce qui s'est passé. Après, c'est à la mère à décoder, quoi. Il faut rappeler que dans le cas de Aïssatou, son fils a 3 ans. Donc il est très petit, il ne va pas à l'école. Oui. Il ne va peut-être pas à l'école. Non. Il va peut-être à la crèche. Peut-être à la crèche, oui. Ou chez la nourrice, où il y a d'autres enfants. Peut-être. Oui. Alors, donc, les tensions psychologiques que vit l'enfant, donc on a dit tout à l'heure que ça pouvait être généré par le milieu extérieur, mais il existe aussi, il y a des conflits chez l'enfant qui grandit. Alors, ces conflits sont vécus de manière plus ou moins intense, plus ou moins consciente. Ce sont des conflits psycho-affectifs qui sont liés à l'âge des enfants. Et ils peuvent générer, ces conflits, de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété. Donc, je peux peut-être citer un exemple. C'est un enfant qui va être très partagé entre l'envie de grandir, de devenir autonome, de faire tout plein de choses par lui-même, et l'envie de rester un petit garçon auprès de sa maman. Donc ça, c'est très fréquent. Hein. C'est une forme d'ambivalence qui crée une tension chez l'enfant et qui peut aussi amener de l'agitation, parce qu'il ne peut pas le dire avec les mots. L'important, finalement, face à des enfants jeunes comme ça qui s'agitent, c'est d'essayer de comprendre ce que le petit ressent, et aussi de cerner les besoins qui peuvent peut-être aller avec de l'agitation. Est-ce que s'agiter comme ça, il y a forcément un message que l'enfant envoie à sa maman? Parce qu'elle dit qu'il est beaucoup agité. Oui, on peut penser des choses comme ça, on peut y voir un message. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être par la suite lancé quelques pistes pour qu'elle puisse se saisir de ça. Elle en a vraiment besoin, c'est pour ça qu'elle pose la question d'ailleurs. Alors c'est bien l'idée du message, parce qu'effectivement, s'agiter, ça peut être essayer de dire quelque chose à la maman que la maman ne comprend pas, parce que... Mais tout le temps, quand elle sait que son fils a son goûter, il a mangé, enfin, tout est réuni, tout est déjà fait dans la journée, elle se dit que l'enfant a tout. Mais l'enfant, il est là, il bouge dans tous les sens, et pratiquement tous les jours. Oui. Quand c'est comme ça, quel message l'enfant envoie? Peut-être le message, ce que je viens d'énumérer précédemment, là, c'est peut-être un enfant qui vit des choses difficiles, soit à l'intérieur de lui, soit à l'extérieur de lui. Et à ce moment-là, il exprime le malaise de cette façon-là, en bougeant. Peut-être la maman peut aller vers lui. Alors à cet âge-là, on ne peut pas lui dire « qu'est-ce que tu as ?» parce qu'il est trop petit pour pouvoir répondre. Mais elle peut simplement lui dire « j'ai remarqué que tu as besoin de bouger beaucoup, que tu t'énerves souvent, que tu cries. Moi, je me pose la question, je me demande ce qui se passe. Et puis, je vais essayer d'y réfléchir pour voir comment on peut t'aider. Et puis, si tu as peut-être un souci, une tristesse, bobo au cœur, une peine quelconque, on va essayer de trouver une solution. » Voilà. Et pensez-vous, quand c'est comme ça, ces agitations peuvent également exprimer une tristesse? Bien sûr. L'enfant triste peut s'agiter, le petit enfant triste. Chez les enfants déprimés, les parents, en consultation pédopsychiatrique, on peut voir des petits-enfants arriver et les parents se plaignent d'un enfant hyperactif, comme ils disent tous maintenant. Et en fait, en traitant... en voyant l'enfant, en faisant une élaboration clinique, médicale, on se rend compte que ce n'est pas un enfant hyperactif, c'est un enfant déprimé qui s'agite parce qu'il ne va pas bien et qu'il n'a pas les mots pour dire son malaise.
Donc après, ça va être aux soignants, et là peut-être à cette maman, d'essayer de comprendre son enfant. Le tout, c'est de comprendre. Les enfants, ils ont besoin d'être compris. En tout cas, elle a besoin de comprendre parce que pour elle, elle se dit que l'enfant, en termes de santé déjà, il va bien, il y a pas de maladie, l'enfant, il est bien nourri, il s'amuse, mais il est vraiment agité. Je vais donner quelques conseils alors. peut-être Oui. à cette maman et aussi la mettre en garde. Oui. Je vais peut-être énumérer un certain nombre de choses, d'éléments dans ce que je vais citer. Si elle voit que cet enfant-là a ces difficultés-là, en plus de l'agitation, à ce moment-là, je crois que ce serait important qu'elle voit son pédiatre, qu'elle lui en parle, ou qu'elle aille en centre médico-psychologique, ou en CAMS, ou en CMPP, pour faire une évaluation. Alors, l'agitation est accompagnée, si elle est majeure, il ne tient pas en place au moment des repas, il est absolument incapable de rester assis sur un jeu qui l'intéresse, il a aussi, il dort mal ou peu, il montre aussi de l'incapacité à jouer avec les autres enfants, c'est-à-dire s'il est très agressif ou alors s'il veut toujours dominer, maîtriser, être le chef. S'il se met en danger, ça c'est aussi une notion importante, il se met en danger ou il se blesse souvent. Il ne va pas se mettre en danger tous les jours. Non, mais j'essaye de donner à la maman des repères. Okay. Et si elle voit qu'en plus de l'agitation, ou d'autres parents éventuellement qui écouteront ça, s'ils constatent ces éléments-là, à ce moment-là, c'est important de consulter très vite. Parce que cet enfant-là est en souffrance et il faut l'aider. Et on peut l'aider. Voilà. Donc il y a aussi le fait de mettre les adultes au défi, de contester l'autorité de l'adulte, de penser, de le défier, quoi. Donc tous ces éléments-là que j'ai cités sont importants pour que la maman aille consulter si c'est nécessaire. Maintenant. Et dans ce cas, on peut dire que cet enfant teste les limites régulièrement. Alors ça peut être traduit comme ça. Oh, il n'arrête pas de tester les limites. Oh, il n'arrête pas de s'opposer à moi. Il est méchant parce qu'il ne fait jamais rien de ce que je lui dis. Quand je lui dis quelque chose, je lui dis de venir, il va dans l'autre sens. Il va dans le sens inverse. Je suis obligée de lui courir derrière, et plus je vais lui courir derrière, et plus il va partir loin. Tous ces éléments-là, je crois, sont à prendre en compte. Ça ne coûte rien d'aller voir le médecin et de lui poser la question. Voilà. Parce qu'il vaut mieux aller voir le médecin quand il est encore temps, plutôt que de laisser couler. Et puis après, les troubles s'installent parce que l'enfant est en souffrance et que personne n'y comprend rien, quoi. Mais j'avais aussi peut-être quelques conseils à donner à la maman. Très rapidement, parce que si cet enfant-là n'est pas... C'est une agitation simple, je pense qu'il faut lui permettre de sortir à l'extérieur, dans la nature ou au parc. Il faut qu'il aille jouer dehors, il faut qu'il puisse courir librement ou avec ses copains. Il faut aussi qu'elle soit vigilante sur la qualité du sommeil et la quantité. Est-ce qu'il dort bien, suffisamment? Il faut contrôler, limiter l'accès aux écrans, y compris la télévision. Et je pense, parce qu'elle parle de punition, éviter quand même le plus possible les punitions coercitives répétitives, comme l'enfermer dans la chambre. Parce que ça va avoir un effet inverse sur l'enfant. Ça va l'agiter encore plus, d'ailleurs elle le dit, que de l'aider. Donc plutôt que de punir, il vaut mieux anticiper sur l'agitation qui gagne et offrir des temps de jeu aux petits, peut-être partager quand elle sent que ça monte un peu, ou alors des temps de relaxation avec le petit, ou alors elle peut aussi... ah oui, une chose importante aussi par rapport à l'agitation que peuvent créer... la confusion que peut créer l'agitation. C'est des enfants qui peuvent être confus et qui ont quelquefois des difficultés au niveau des repères. Donc c'est hyper important aussi de parler à l'avance des rythmes de la journée et d'expliquer ce qui va se passer. Donc c'est une bienveillance à son égard qui n'empêche pas les limites qu'elle posera. Et merci encore de la question qu'elle a posée qui était fort judicieuse et fort intéressante. Et merci beaucoup Noël pour ces éléments de réponse. C'était donc Aïssatou qui a posé la question de savoir comment encadrer un enfant quand il est agité. Appelez-nous au 03 87 37 08 78. Nous sommes la radio des parents. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour un prochain numéro.